Avec ses montagnes en toile de fond, son centre-ville jeune et dynamique, Grenoble est une des villes de France les plus agréables à vivre. Pourtant, son taux de délinquance et de criminalité sont parmi les plus élevés du pays. Joël Théry, 46 ans, est à la tête du commissariat de Grenoble. Cela fait 3 ans qu'il le dirige. Cette ville, il la connaît dans ses moindres recoins. Aujourd'hui, il est sur une mission un peu spéciale. Il traque un homme violent qui agresse des personnes âgées pour leur voler leur sac à main. C'est pas un simple voleur à l'arraché, on a une vingtaine de victimes. Des personnes âgées, certaines sont encore hospitalisées aujourd'hui. Et il faut absolument qu'on l'arrête dans sa progression. Et il faut qu'on l'arrête, j'allais dire, définitivement. Et on espère vraiment ce matin le trouver sur son secteur de chasse, parce que c'est vraiment un prédateur. L'individu sévit dans le centre-ville de Grenoble, près des zones résidentielles. Cela ne fait que quelques jours que les policiers tiennent un suspect. En voiture et à moto, ils observent tous ses déplacements. Je suis blindé dans un jardin derrière une haie, donc j'ai l'allée à vue, donc je peux pas rater le véhicule. Ouais, c'est super, merci à toi. Bon, on attend. L'agresseur emploie toujours la même technique. Il suit ses victimes et les attaque dès qu'elles se retrouvent isolées. Sur cette vidéo, une vieille dame rentre chez elle avec ses courses. Elle est suivie par un automobiliste, la voiture en haut à droite de l'écran. L'individu court vers l'entrée de l'immeuble où il va frapper violemment l'octogénaire à la tête et repartir avec son sac à main. C'est cette vidéo qui a mis les policiers sur sa piste. Après avoir recensé tous les propriétaires de voitures du même modèle dans la zone des attaques, ils ont ciblé un homme. Dans ce véhicule, il est déjà connu pour des faits de vol avec violence. Je vais me coller dans la rue à droite, là. Tu refais un passage et tu me confirmes si c'est la bonne bagnole, ok? L'individu semble très méfiant. Au volant de sa voiture, il multiplie les changements de direction. Il fait des gros coups de sécurité, il s'arrête au milieu de la route et il attend de voir si un véhicule le suit et il repart quand il sent plus suivi. Donc la filature elle est très difficile. Cette fois, il s'arrête dans une station-service pour gonfler ses pneus avant de quitter son véhicule quelques instants plus tard. Il zone dans le secteur avec son téléphone à la main. Il est en train de prendre le mode opératoire qu'il a fait sur une ou deux victimes d'après les témoins. L'individu pourrait être à la recherche d'une nouvelle proie. Il est en train de sillonner à pied les résidences du quartier. Soudain, un appel arrive sur les ondes. Vol d'un sac à main à hauteur du 1 à l'équilibre. Oh putain, il a tapé. Il a frappé la victime. 1m80, corpulence mince. Et c'est lui. Quand on retrouve Faut la taper. voiture, on fait Faut taper. le véhicule. L'homme est passé à l'action. Toutes les équipes foncent sur lui pour l'arrêter. La voiture, elle est où là pour taper? Ouais, Steph de Steve, on se rapproche, on se fout à ses résidences, dès qu'il sort, on intercepte. Mais il semble les avoir repérés. Allez, je récupère les voitures, je crois. L'homme tente de s'échapper. Allez, il sort de la résidence, il sort de la résidence. Allez, il sort de la résidence d'Alvi, à l'instant. On le voit. Bon, là, Ils arrivent devant. il arrive devant. On va le... C'est bon, il est pour nous, c'est bon. Il arrive devant, on va le bloquer. Vas-y, t'es facile. Allez, c'est parti. J'ai rien fait, oh. Allonge-toi. C'est armé ou pas? Arrête de Rien, un couteau, t'as quelque chose? Non, j'ai rien. L'interpellation est musclée. Ils savent que l'individu peut se montrer agressif. Écoute-moi, il est 16h15, t'es placé en garde à vue. Les policiers sont convaincus qu'il est bien l'auteur des agressions en série. Ils espèrent maintenant retrouver les effets personnels de la victime. Et là, on cherche dans tout le secteur, on trouve le sac. Bouche d'égout, on fait la totale. Il a dû se débarrasser du sac pour éviter d'être contrôlé avec. Donc, Vous avez rien retrouvé du tout? pour l'instant, on n'a rien retrouvé, on n'a pas fait la fouille de la voiture. Elle On sera a faite à l'hôtel de des police. éléments, on a la capuche qui correspond à Il y a l'agression. des vêtements qui sont visibles là, donc là le but c'est qu'on retrouve le sac et puis après on verra. J'ai rien fait, c'est pas vrai. Et tu peux croire ce que tu veux aussi, toi. Mais moi je sais ce qu'on a sur toi. Je sais ce qu'on a sur Fais toi. ce que tu veux. Et t'as bien de la chance parce que t'en prends aux vieilles dames comme ça. J'en ai rien, j'ai rien fait. Tu peux croire ce que tu veux. Tu peux croire ce que tu veux. L'homme nie être à l'origine de cette agression. À une centaine de mètres de là, les policiers viennent pourtant de retrouver les affaires de la victime. Yes. Qu'est-ce qu'il y a dedans là? Une carte bleue. On a tout ce qu'il faut, la carte bleue, le sac de la victime et tout ce qu'il nous faut. Largement plus qu'il en faut.
Dans ce sac plastique, l'homme avait caché le sac à main et la carte bleue de la victime. Des pièces à conviction capitales pour prouver le vol avec violence. Au commissariat de police, c'est cette dame, la dernière victime de l'agresseur. Elle est venue porter plainte. Chantal, 66 ans, rentrait chez elle lorsque son agresseur l'a attaquée par derrière. J'ai accompagné mon petit-fils pour son cours de trompette. Quand je suis rentrée dans mon garage, j'ai senti une vive douleur là sur le côté droit. Il a dû me mettre une gifle ou je ne sais quoi. Et il m'a arraché mon sac, mais je ne m'en suis pas aperçu tout de suite. Et il a pris la fuite très rapidement parce que je suis vite sortie dehors en appelant au secours. Il n'y avait plus personne. La retraitée donnera une description précise des habits de son agresseur aux policiers. Ils correspondront parfaitement à la tenue du suspect. D'autres victimes l'identifieront formellement, mais en garde à vue, l'homme campe toujours sur ses positions. Moi, je te confronte simplement à ta conscience. Il y en a eu qui a eu un 21 jours d'ITT, il y en a une autre qui est toujours à l'hôpital. L'une de tes empreintes digitales a été retrouvée sur une petite fiole de parfum qui était à l'intérieur du sac de la victime. C'est scientifique, c'est technique. Il finira par avouer une partie des 22 agressions. Mis en examen pour vol avec violence, à l'arraché sur personne vulnérable, il risque 7 ans de prison. En France, les violences du quotidien atteignent des sommets depuis la crise sanitaire. Le nombre de victimes de coups et blessures volontaires est en large augmentation de 12% en 2021, de même que les violences sexuelles, de près de 33%. Dans la garde à vue, il faut qu'il puisse nous confier qu'il a ses orientations. Et après, de surcroît, expliquer que il a agressé quelqu'un. Une violence qui gagne toutes les couches de la société. Code 2, j'ai fait une découverte de deux armes à feu type épaule, deux 22 Lanrive. Des hypercentres des villes aux plus petits villages. À Montmorency, nous avons suivi l'enquête pleine de rebondissements de Martial et Christophe, des enquêteurs de la gendarmerie. Ils arrivent à proximité des jeunes et là, donc, c'est une gifle, une balayette, et ils dérobent le téléphone et ils partent aussi. Sur leur secteur, une bande de jeunes multiplie les vols avec violence. C'est 3 individus qui sont connus, violents forcément, et puis c'est toujours des victimes, soit des filles ou des gars pas très tankés. Nous avons également suivi les nuits mouvementées des policiers du 13e arrondissement de Paris. Il y a une fille qui s'est fait agresser. Apparemment, il y aurait eu un vol violence, donc on va se rapprocher. André va être confronté à une bande de jeunes très violents. Une fois, c'est encaissé. Tu rigoles. Interpellation. Pendant plusieurs mois, nos équipes sont restées au plus proche des forces de l'ordre, en première ligne, face aux agresseurs. Dans le Val d'Oise, des zones pavillonnaires jusqu'à présent épargnées par la délinquance font désormais face à des vols de téléphones portables avec violence. C'est ce qui préoccupe en ce moment la brigade de Montmorency. Staff, ok. Bon bah écoute, on est pas mal. Martial et Christophe s'occupent d'un dossier de vol. Depuis plusieurs semaines, une bande s'attaque à des jeunes. Ces agressions ont lieu à la sortie des collèges et des lycées. En l'espace d'une semaine, on en est à 7 faits, 7 vols violences. Donc les jeunes sont frappés et on leur dérobe leur téléphone. C'est toujours le même mode opératoire, donc c'est toujours le même véhicule avec lequel ils commettent leurs méfaits. Donc ils arrivent à proximité des jeunes qui sont la plupart du temps en train de téléphoner. Et là, donc c'est une gifle, une balayette, des coups, et puis ils dérobent le téléphone et ils partent aussitôt. Les deux enquêteurs ont reçu de nombreuses plaintes de victimes traumatisées. Et pour retrouver les agresseurs, ils ont analysé les vidéos de surveillance. On voit très bien leur manège. Il y a d'abord une première phase de reconnaissance. On les voit passer clairement, de toute façon. Là, on le voit à chaque fois il y a toujours le A, etc. sur le véhicule. Ouais, c'est un élément déterminant. Ça. À bord de ce véhicule, les voleurs repèrent leurs victimes. Puis ils se garent à chaque fois au plus près de leur cible. Le vol s'effectue alors en quelques secondes. Tu vois, t'as
Tu as déjà un individu qui sort côté conducteur. On voit la personne, ouais, mais au fond, par exemple, pour déterminer, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ouais, c'est rapide. Hein. Donc là, il lui demande une première fois s'il peut utiliser son téléphone, machin, etc. Enfin, c'est comme ça qu'elle le décrit dans son audition, en tout cas. Ouais. Et puis après, c'est là que la gifle part, le coup part, et puis il se saisit du téléphone à la foulée. Tu vois, ouais, ça y est, rapide, c'est ouais, fait. ça y est, il repart. Et là, il remonte du coup, il y a quelqu'un qui a dû prendre le volant, je pense. Et il reprend côté passager. Parce qu'il y a à peine monté que le véhicule repart. Donc c'est plutôt pas mal. Mais pour l'instant, impossible d'établir l'identité des malfaiteurs. Alors, les enquêteurs vont se pencher sur cette autre caméra. On a tout simplement sur les images le véhicule, donc la marque, le type, l'immatriculation. On parvient même à distinguer donc, le conducteur, le passager avant et les tenues vestimentaires. Donc ça nous fait gagner un temps considérable. Reste à interroger le SIV, le fichier des immatriculations pour identifier la voiture et son propriétaire. Et voilà, Opel Corsa, gris foncé, pas de souci, on est carré. On a notre véhicule et notre nouveau propriétaire. Ouais. Les deux enquêteurs consultent ensuite le TAJ, le traitement des antécédents judiciaires, une autre base de données qui leur permet de savoir si un individu est fiché. Et bingo, le conducteur est une vieille connaissance de Christophe. Il a déjà été interpellé d'ailleurs avec un individu qui demeure sur la commune de Louvres, que j'ai déjà eu le plaisir d'avoir en garde à vue d'ailleurs, quand je travaillais à Louvres, dont la description peut correspondre parfaitement à celle qui nous a été faite par certaines des victimes. Les gendarmes diffusent alors le signalement de la voiture. Christophe et Martial ont maintenant assez d'éléments pour passer aux interpellations. Et ils espèrent bien que les présumés voleurs ne vont pas faire disparaître leur véhicule. Une pièce à conviction encombrante dont les délinquants se débarrassent de plus en plus. À la brigade de Bergerac, en Dordogne, un autre type d'affaire est au centre des préoccupations des gendarmes. Comme partout en France, les violences sexuelles sont en forte hausse. Plus 12% en 2019 par rapport à 2018. Face à ces drames, la gendarmerie de Bergerac a monté une équipe spéciale, la CLAP, pour cellule de lutte contre les atteintes aux personnes. Cédric, Anthony, Stéphanie et Cécile se sont tous portés volontaires. J'ai toujours eu une attirance entre guillemets pour tout ce qui est la jeunesse, enfance-jeunesse, et particulièrement du coup là dans le cadre du travail pour tout ce qui est les atteintes sexuelles, etc. Même si c'est des dossiers lourds, c'est des dossiers qui sont intéressants. Viol, violence intrafamiliale ou atteinte sur mineur, les dossiers ne manquent pas. Et depuis 3 jours, Anthony et Cécile enquêtent sur une nouvelle affaire. Un homme a déposé plainte pour viol. Les faits venaient de se produire littéralement quand il s'est déplacé à la gendarmerie. On a repris contact avec la victime, on est allé la voir chez elle. On l'a trouvée très agitée, encore choquée tout simplement par ce qui venait de lui arriver. L'homme, handicapé suite à un grave problème de dos, a consulté un magnétiseur pour le soulager, et c'est lors de cette séance à son domicile que le praticien aurait abusé de lui. Au fil des soins, la victime qui est allongée sur le dos va sentir que les mains du magnétiseur s'aventurent un petit peu sous la ceinture et va jusqu'à lui prendre le sexe dans les mains et lui mettre le sexe dans la bouche. La victime se débat et son agresseur présumé prend alors la fuite. Selon la loi française, l'acte de pénétrer ou d'être pénétré sans consentement caractérise le viol. Cécile et Anthony ont très vite retrouvé le magnétiseur et ce matin, ils s'apprêtent à l'interpeller à son domicile. T'en es où là exactement? Et bien là, j'ai préparé quelques questions. Quelques questions. Moi, je te laisse finir. D'accord. Moi, je vais partir avec le psy. Je te rejoins là-bas dès que tu me rejoins dès que tu as terminé. Cécile sait que ce genre de dossier est difficile. À ce stade de l'enquête, c'est parole contre parole. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, elle a une stratégie. C'est toujours long parce que ça touche l'intimité des gens et là, en l'occurrence, c'est des faits entre hommes. Donc si la personne n'est pas déjà à l'aise avec son orientation sexuelle,
À la fois, dans la garde à vue, il faut qu'il puisse nous confier qu'il a ses orientations. Et après, de surcroît, expliquer que il a agressé quelqu'un, quoi. 2 hommes du PSIG assistent Cécile pour cette interpellation. Le suspect habite ce petit pavillon dans un village isolé. Lorsqu'il vient ouvrir aux gendarmes, Cécile découvre un homme d'apparence calme. Il a une 50aine d'années, il est marié et père de 2 enfants. Il n'oppose aucune résistance, mais se montre peu loquace. Vous avez une idée de pourquoi je suis là, monsieur? Oui, d'accord. Bon, on en parlera après. Donc, il est 9h. Vous êtes placé en garde à vue, monsieur, pour des faits de viol sur personnes vulnérables. Là, on fait une perquisition et on en viendra vraiment au fait quand on sera à la brigade, parce qu'en plus, il s'agit de faits criminels, donc les auditions sont finies. Le suspect est conduit à la brigade pour être auditionné. Cécile et Anthony ont 24 heures pour obtenir des explications et des aveux. À leur arrivée à la gendarmerie, le matériel informatique saisi chez le présumé agresseur est analysé. Le but de l'opération, c'est de procéder à l'extraction des données du téléphone portable du mis en cause, afin de savoir si il a été consulté au vu des faits qui lui sont reprochés, des sites pornographiques. Très vite, les gendarmes retrouvent la trace de ces consultations sur des sites pornographiques homosexuels. Une pratique qui vient confirmer ses penchants, mais qui n'est pas une preuve. Cécile et Anthony l'auditionnent depuis plusieurs heures, mais l'homme parle peu et les gendarmes risquent de manquer de temps. Déjà, il a été entendu par rapport à ce matin, son épouse également. Et il reste pas mal de choses à vérifier, notamment au niveau de son téléphone, de son ordinateur, tout ça. Et il y a beaucoup de points qu'on n'a pas abordés encore, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder avec lui au niveau des auditions. Anthony décide de demander une prolongation de garde à vue de 24 heures. Le magistrat en charge du dossier la lui accorde, l'audition reprend et la persévérance des gendarmes va payer. Les gens ne reconnaissent pas de suite, et bon, il a expliqué une partie des faits. Maintenant, il va y avoir d'autres auditions pour essayer d'un peu éclaircir tout ça et voir ce qui l'a amené à en arriver là. Après une nuit en cellule, le lendemain, le suspect livre des aveux complets et confirme l'intégralité du témoignage de la victime. Donc là, la garde à vue va prendre fin. On va le présenter au procureur de la République, qui va prendre une décision, mais on s'oriente sur un contrôle judiciaire jusqu'à sa convocation en justice. Pour l'équipe de la CLAP, c'est un succès dans une affaire au premier abord compliquée. Au-delà de la condamnation à venir du mis en cause, c'est vraiment le travail fait pour que la victime ait été entendue, considérée et puisse obtenir réparation par rapport à ce qu'elle a subi, quoi. L'homme est placé sous contrôle judiciaire en attente de son procès pour agression sexuelle. Il a interdiction d'approcher la victime et encourt une peine qui peut aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Quelques jours plus tard, l'affaire de vol de téléphone portable devant les collèges et les lycées est sur le point d'aboutir. Martial et ses collègues de la brigade de recherche se sont donné rendez-vous à la gendarmerie de Daumont. Objectif, arrêter 3 suspects. Pour cela, ils ont obtenu des renforts, l'unité cynophile et le PSIG de Montmorency. C'est 3 individus qui sont connus, violents forcément, mais pas très courageux. D'où les victimes, il y a quelques mineurs. Et puis c'est toujours des victimes, soit des filles ou des gars pas très tankés. Chez eux, vu le temps relativement court pour les stopper, on n'a pas déterminé s'il y avait une fratrie, s'il y avait des chiens et s'il y a une dangerosité particulière par rapport au domicile. Problème, les gendarmes n'ont pas eu le temps d'effectuer une reconnaissance sur les lieux. Et comme les suspects sont potentiellement violents, ils s'équipent en conséquence. Pistolet, casque de protection, gilet pare-balles, ils sont une vingtaine à intervenir. Et là ? À peine arrivé, l'Opel Corsa des suspects, identifié dans les vidéosurveillances, est repéré. Martial est soulagé. Ouais. C'est celle-là. Impeccable. Elle est là.
On va attendre de faire une perquisition et ensuite on la fera enlever. Le peloton se met en position en attendant 6 heures, l'heure légale, pour passer à l'action. 6h10. L'opération peut commencer, mais sur le palier du premier suspect, il y a un imprévu. Face à eux, 2 portes au lieu d'une. C'est bon? Il n'y a pas de numéro de porte. Il n'y a pas le numéro de la porte. Pour ne pas faire d'erreur, Martial décide d'envoyer quelqu'un sonner à l'interphone. Ah, il va sonner en bas. C'est bon, c'est bon. L'appartement enfin identifié, le PSIG entre en action. Ça rentre, ça rentre. Ça rentre. Le suspect est facilement maîtrisé. Il n'oppose aucune résistance. Pendant qu'il est fouillé, Martial essaye de rassurer sa mère. Bonjour madame, je suis le major brigade des recherches de Montmorency. Je vais vous expliquer un petit peu la raison pour laquelle on est là. Donc votre fils est interpellé ce matin pour répondre de 7 vols. 7 vols avec violence, commis sur les communes de Fos et de Louvre. Donc apparemment il connaît bien Louvre. Oui, il habite oui, son père. voilà, c'est pour ça, c'est la raison. C'est vous qui l'avez ramené? Ah non, bah, il était pas là. Enfin, moi, Bah si, c'est lui qui a ouvert. Ah ouais? Ouais, vous saviez même pas qu'il est rentré cette nuit sans doute. À mon avis, oui. 5 heures, de la chance. Bon bah voilà, vous avez des questions à me poser ou? Faites votre travail. Voilà, on va essayer. Ok. Bon, allez, on va aller notifier celle-là. Donc, monsieur, on reprend. Hein. On est bien d'accord que famille avisée sur place. Pas de médecin, pas d'avocat, d'accord? C'est bon? C'est bon, tu peux y aller. On bascule? Allez, c'est parti. L'Opel, qui servait à commettre les vols, est saisi. Au même instant, Martial est appelé par l'équipe en charge d'arrêter le deuxième suspect. Ouais, apparemment ça bouge, donc est-ce qu'il a été averti? Je ne sais comment. Donc on va essayer de faire en sorte de ne pas le louper. Les 2 individus sont voisins. Martial file au plus vite. Pas une minute à perdre pour éviter que le suspect ne s'échappe. C'est ici, là. Allez, hop. Il est en place. Ouvrez la porte! C'est la gendarmerie, monsieur, vous ouvrez la porte! C'est le père du suspect qui ouvre, un peu hébété. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il a fait des bêtises, votre fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des vols. Hein? Il a fait des vols. À l'étage, les gendarmes tombent sur le voleur présumé, qui n'a pas eu le temps de fuir. C'est confirmé, c'est lui? C'est bon, c'est bon. C'est confirmé? Il est immédiatement interpellé. Seulement, toute la famille est réveillée, soit plus de 12 personnes. La tension monte. On se détend. Je vais vous expliquer, monsieur. On va se détendre un petit peu. Il ne fait rien du tout, c'est un innocent, ce petit monsieur. Ouais. Pour calmer la famille, Martial fait venir le père dans le salon, là où son fils est en train de se faire notifier ses droits. On s'attendait pas à autant de monde. Donc les autres éléments du PSIG se permettent de garder à distance les autres membres de la famille, parce que là, ça peut dégénérer très très rapidement. Alors la suite, ça va être la perquisition. Là, ça va être très, très dur de déterminer à qui appartiennent les affaires. Après, je ne pense pas qu'ils coopèrent au point de nous dire, voilà, ça c'est ma chambre, je dors ici, et voilà, les objets que vous trouvez sont là, par exemple. Non, je pense que là, il y a problème. On va monter dans la chambre. La perquisition débute. Martial veut retrouver un maximum de preuves. Il doit faire vite pour éviter tout débordement. Je les sens chaud, là. C'est où sa chambre? C'est à vous, monsieur, ça? Non, pas de problème. Sous le lit du suspect, Martial découvre ce qu'il cherchait. Un premier téléphone volé, un deuxième et enfin un troisième. En quelques minutes, 3 appareils sont saisis. Le suspect peut maintenant être conduit à la brigade où il sera entendu. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Allez, oh, on choisit pas les chaussures non plus. Je le tire, là. Allez. C'est parfait, il ne pas. Bah, nous, c'est bon, carton plein, on a A et B. Les objectifs sont atteints. Et je voulais savoir si c'était bon, Charlie?
C'est bon si? Interpellé? Bah impeccable. On prend les croissants en retour. Les 3 suspects ont tous été interpellés sans opposer de résistance. À la gendarmerie de Montmorency, Martial et ses collègues font retomber la pression autour d'un petit déjeuner, car ils le savent, malgré des preuves accablantes, obtenir des aveux n'est jamais facile. Les vols avec violence sont un fléau qui touche tout le territoire. En France, au moins un vol avec violence accompli au moyen d'une arme est commis chaque jour. Sans arme, le chiffre explose pour passer à 1 toutes les 5 minutes. À Paris, les policiers font face à des jeunes très violents. Une petite délinquance que traquent André et ses collègues. Par un groupe de jeunes 15-16 ans qui viennent de partir en direction de leur social. Donc là, il y a eu un appel 17, il y a une fille qui s'est fait agresser. Apparemment, il y aurait eu un vol violence, donc on va se rapprocher. Le vol a eu lieu en pleine rue, dans l'endroit le plus fréquenté du 13e arrondissement, près de la place d'Italie. 4 jeunes ont été arrêtés. Ils auraient tenté d'arracher son téléphone à une jeune femme avant de l'agresser. Ils sont tous mineurs, le plus jeune a 14 ans. Sors les mains de tes poches 3 fois, et ressors tes affaires là. J'ai pas fini, papa, j'ai pas fini. T'as le téléphone, ça? Ouais. Vous pouvez me le prouver? Mon téléphone, il y a ma photo dedans. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Expliquez-moi. C'était où? André, de son côté, retrouve un témoin de la scène. C'est lui qui a prévenu la police. Son témoignage est indispensable pour engager des poursuites. D'accord. C'était assez loin. D'accord. Je crois qu'ils lui ont pris son sac, je suis pas sûr. Ils lui ont pris son sac? On va aller voir ça sur place. Moi, ils l'ont agressé. Et vous les avez suivis en fait, c'est ça? C'est bien. Le témoin va formellement identifier 2 des adolescents. Ils sont embarqués au commissariat. La victime, c'est cette jeune femme. Elle est venue porter plainte encore sous le coup de cette agression. J'étais au téléphone avec ma mère et tout d'un coup il y a un petit jeune qui s'est approché de moi et qui m'a dit donne-moi ton téléphone sinon je te tue, et il m'a donné des coups partout en fait, dans les jambes, partout, dans le ventre, et finalement il a réussi à prendre mon portable et ils se sont enfuis. J'ai eu un bon réflexe de crier surtout et de crier fort et d'interpeller les gens aux alentours, mais j'ai quand même eu de la chance. Les adolescents vivent dans une cité proche du 13e arrondissement. Ils affirment qu'ils n'ont rien à voir avec cette agression. Les policiers n'en croient pas un mot. Il se trouve qu'ils les connaissent très bien. Ils les ont déjà arrêtés pour plusieurs faits de délinquance. Cambriolage, vol, agression, vous savez faire que ça? Ça, c'est voleur. C'est ça? Il m'a dit que vous avez que des délits. Vous vous prenez pour qui? Vous prenez pour qui? Vous êtes au-dessus des lois? Quelle loi? On est au-dessus des lois. Vous avez interpellé directement. On n'avançait même pas 100 mètres. Tu te tais. T'es un menteur, t'es même pas capable de donner ta date de naissance. T'es un menteur. T'es un menteur. Mais tu crois quoi? Mais tu crois que t'es qui? Tu crois que t'es plus intelligent que qui? Tu mens sur ta date de naissance. T'es un menteur. Tu es malade. Tu n'arrêtes pas de mentir. Moro, on t'a connu tout petit comme ça, là tu venais nous voir. Et maintenant tu fais ton caïd là? Mais quel caïd? On n'a rien fait du tout, vous nous attrapez. Rien fait du tout? Bien sûr, on n'a rien fait du tout. Là, vous nous avez attrapés gratuit là. Mais ça veut faire les costauds et ça veut faire les fous. Mais pour agresser des gonzesses, hein, ça sait faire. Hein. Mais qui a agressé? Ça sait faire. Hein. Ah là-bas. Vous avez des témoins. Bah justement, les témoins, justement là. Justement, là. Vos témoins et les témoins, ils vous reconnaissent bien en train d'agresser une fille. Les 2 adolescents seront présentés devant la justice pour vol avec violence. La peine peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Le lendemain, à la brigade de Montmorency, où sont retenus les 3 présumés voleurs de téléphones portables, les auditions commencent. Début d'audition, donc 8h45. Les enquêteurs les entendent séparément pour vol en bande organisée avec violence. Ils n'ont que 24 heures pour obtenir des aveux, pas 1 minute de plus. Et d'emblée, cela s'annonce mal. Le suspect numéro 1 nie tout en bloc. Les 9 victimes sont formelles et te reconnaissent formellement comme étant une des personnes qui les a agressées. D'accord? Qu'est-ce que tu as à me dire par rapport à ça? Qui vous dit que les victimes disent pas un truc bidon? Il y a 9 victimes, enfin 8 victimes ou 9 victimes qui me disent la même chose. J'ai quand même plus tendance à les croire que toi qui me dis bah ouais, tout le monde peut copier ma plaque et puis on a le même modèle et puis le téléphone il est pas moi, puis la veste, bah tout le monde s'habille pareil. Ils peuvent tous mentir et moi j'ai raison, qui vous dit? Il y a un moment, je vais perdre patience. Hein.
L'individu tient tête à l'enquêteur. Dans le bureau d'à côté, le suspect numéro 2 adopte la même stratégie. Alors, les gendarmes mettent en avant les témoignages des victimes. Ok, donc sur 27 individus, c'est vous qu'elle reconnaît. Donc comment vous expliquez ça? C'est pas moi, j'étais pas dedans, on s'est trompé. J'étais pas là. Le gendarme va alors essayer de déstabiliser ce jeune homme. Vous foutez de notre gueule, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Je me réveille. Il y a un problème, monsieur. Dès 15h30. Non, c'est du foutage de gueule. Je me réveille à dès 15h30 pour demander à toute ma famille. Je me réveille à dès 15h30. Je mange, je regarde la télé, je sors. Tous les jours, c'est comme ça. Vous êtes en train de mentir, vous cachez quelque chose. Je ne cache rien du tout. Les 7 faits, j'étais pas là. Mais moi, je ne l'ai pas frappé, j'ai rien fait. Vous avez rien fait, vous avez rien vu, vous connaissez personne. Le suspect numéro 3 refuse lui aussi d'endosser la moindre responsabilité. Est-ce que toi, une fois, tu as arraché un téléphone des mains d'une victime? Non, jamais. Mais je voulais. Et t'es présent? C'est bizarre. Cela fait maintenant 5 heures que les 3 suspects sont entendus. Et toujours aucun aveu. Les policiers sont inquiets. Le suspect numéro 1 répond de moins en moins aux questions. Ça va être long, hein, si ça commence comme ça. C'est pas grave. C'est la vie. Ouais, c'est la vie. Les 24 premières heures, ou en tout cas les 12 premières heures, sont souvent des récits un petit peu abracadabrants. Mais bon, on s'y attend, on sait que ça risque de changer, d'évoluer dans quelques temps lorsqu'on va passer à la vitesse supérieure, en mettant encore devant les yeux d'autres preuves que l'on a, quoi. Et effectivement, face aux preuves accablantes, le suspect numéro 1 commence à craquer. Donc toi, on est d'accord que toi, tu y as participé. Ça, là-dessus, pas de souci. D'accord. À quelques mètres de là, le suspect numéro 3 reconnaît lui aussi son implication. En tout cas, à minima. T'as rien vu? T'as vu que les téléphones, quoi. J'ai vu un téléphone de Samsung. 3 heures plus tard, le suspect numéro 1 fait un pas de plus. Il avoue les vols. C'est quoi qui était visé, là, comme petit téléphone? C'est quoi? Le dernier, plus récent. Mais il nie toute forme de violence. Il y a eu des vols, c'était direct. Il n'y avait pas de coups, rien. C'est logique. Des petits gamins, tu vois trois grands qui arrivent. Où ça sert de le frapper? Le petit, il est direct, il a peur. T'as pas besoin de le frapper. Enfin, les bleus, ils ont pas été inventés, quoi. Moi, je vous dis la vérité. Non, tu me dis pas la vérité. Attends, depuis ce matin, tu me balades. Il faut attendre 10 heures pour que tu me files ton numéro de téléphone. Alors que tu vas tout ce qu'on a trouvé chez toi, voilà, t'es cuit. Enfin, je sais pas si t'as compris, mais t'es cuit. L'enquêteur vient d'ébranler le suspect. Il exploite cette faille pour lui faire reconnaître la violence des vols. Et pour les coups que t'as vus, il y en a combien qui ont été frappés? 1 ou 2 max. 1 ou 2 max? 11 heures après le début des auditions, les gendarmes ont obtenu les aveux des 3 suspects. Mais ils ignorent encore qui est le chef de cette bande. Pour le savoir, ils vont essayer de les diviser. Petite signature, ici. Et attends, tu sais pas ce qu'on était potes, hein? Tu sais pas ce qu'on était potes, hein? Mais ça, c'est des morts, on va dire ça plus tard. Là, il habite en face de chez moi. Ils auraient peur? Ils ont pas de représailles, tu crois? Non. Ah bon? Quant au nom du chef, pour le moment, le suspect ne lâche rien. Tout porte à croire qu'on s'est pas vraiment trompé sur les personnes, quoi. Il y a bien 3 personnes qui étaient là à chaque fois et qui ont bien procédé aux différents vols et extorsions entre le mois de février et le mois de mars. Ouais, c'est bon. À tout à l'heure. Les individus sont conduits en cellule avant d'être déférés devant un juge. Pendant la nuit, les gendarmes vont obtenir ce qu'ils attendaient, le nom de leur chef. D'être pressé, il a fini par craquer. Information confirmée par le 2e, puis passe par le 3e, et donc on a l'information qui n'aurait pas joui qu'à 3, mais à 4. Le 4e suspect serait donc le chef. Les gendarmes l'ont très vite identifié, car il a déjà un casier judiciaire. Serait le 4e individu qui aurait exercé les vols violences et les extorsions et violences sur les différentes victimes. À partir de là, le travail pour nous, c'est d'aller chercher le 4e.
Martial est chargé d'aller l'arrêter. Il faut faire vite, car il doit être entendu avant la fin de la garde à vue des 3 autres suspects. Pour être présenté devant un juge, toute la bande doit être identifiée et entendue. Gendarmerie, ouvrez! Mais l'individu n'est pas chez lui. Du coup, les enquêteurs vont tenter un coup de poker. Prétextant un simple contrôle de routine, le suspect est convoqué à la gendarmerie la plus proche de son domicile. Il assure vouloir venir. Il ne reste plus que 12 heures pour l'entendre et le présenter devant un juge avec ses présumés complices. Il vient à passe? Ouais, il est à pied, les transports en commun, donc effectivement. Pour 5h30, il sera là, 5h30, ça nous fait 18h à la BR, quoi. 18h BR. Ouais, c'est jouable encore, 18h. Le jeune homme va-t-il réellement venir? Finalement, 15 minutes plus tard, le suspect arrive sans se douter de ce qui l'attend. Je me présente, je suis le major de la brigade des recherches de Montmorency. Donc on vous a convoqué ici suite à des faits de vol en réunion. Donc on a actuellement en garde à vue 3 personnes à Montmorency qui vous ont dénoncé. Donc comme ayant participé avec eux à des faits sur Louvre de vol de portable en l'occurrence. Donc je vais vous expliquer tout ça. En l'occurrence, en ce qui vous concerne, vous êtes placé en garde à vue à compter de maintenant. Donc il est 17h20. Donc vous êtes placé en garde à vue. Le jeune homme est sous le choc. Il se dit totalement surpris par les accusations. Ça, c'est les faits qui vous sont reprochés. Et c'est quoi en fait tout ça? C'est tout des vols à l'arraché, des vols violences. Des vols à l'arraché? Ouais, des vols violences perpétrés sur Louvre et fausses. Moi, j'ai rien à voir dedans. D'accord, vous expliquerez donc au cours des auditions. Il est immédiatement emmené à la gendarmerie de Montmorency pour y être entendu. Et son audition va durer toute la nuit. Au petit matin, il avoue les faits qui lui sont reprochés. Christophe téléphone immédiatement au substitut du procureur. Bon, je vous embête encore. Ah bah, surtout que j'ai de bonnes nouvelles. Il reconnaît parfaitement toutes les manopes. Il nous décrit les manopes comme nous l'ont décrit les victimes. Donc ça correspond en tout point, il n'y a absolument pas de souci. Le chef de bande présumé a reconnu les faits et impliqué ses 3 complices. Il sera identifié par une des victimes. L'enquête est bouclée. Les 4 individus sont transférés. Bonjour, passez par derrière, à l'arrière. Dès 6 heures, le lendemain matin, direction le tribunal correctionnel de Pontoise pour une comparution immédiate. Du chauffage, mais il faut le temps que ça chauffe, d'accord? Avant que le juge ne décide de leur peine. À leur arrivée, sur ta gauche, ils sont placés chacun dans une cellule. La numéro 4. Et pour l'instant, certains ne semblent pas manifester le moindre regret. Vous pensez que ça va vous servir de leçon et vous allez arrêter après ou comment ça se... Ouais, je vais arrêter, on va dire ça. Après, peut-être je vais continuer d'autres choses. L'argent sale, dans tous les cas, ça fait du mal à quelqu'un. C'est ça qu'on appelle ça l'argent sale. Pour vous, c'était un business facile finalement? Ouais, c'était facile en fait. C'était quoi? On va dire 30 minutes à Baronde et au final tu prends 300 € d'un coup. Où est-ce que vous les avez vendus? Et qui les a achetés? Je sais plus, c'est sur Paris, n'importe quel coin. Qui achète ces téléphones? Les receleurs. Et vous les trouvez où ces receleurs? Il y en a partout. Franchement, t'as même pas besoin d'avoir de contact. En attendant leur comparution, les 4 hommes communiquent de cellule en cellule. Ah mais tu sais, si on avait un bon avocat là, depuis le début, ça se trouve, on aurait réussi à trouver un vice de procédure. On aurait pu tous sortir. Mais aucun vice de procédure ne viendra faire capoter l'affaire. 15 heures, l'audience commence. Dans la salle des pas perdus, les victimes attendent d'être appelées pour témoigner des violences qu'elles ont subies. Certaines, très jeunes, sont accompagnées par leurs parents. Comment il va aujourd'hui, votre fils? Eh ben, écoutez, c'est un peu compliqué parce qu'il a que 11 ans, quoi. Donc, il veut plus aller à l'école tout seul, il a peur. Donc, je suis obligée tous les jours de trouver quelqu'un pour l'accompagner le matin, le soir. Le soir même, il voulait plus aller à l'école le lendemain. Il a beaucoup pleuré, il a eu très peur. Cette jeune fille, une autre victime, est encore sous le choc. Ils m'ont mis par terre aussi. Et après, j'ai reçu les 2 coups de pied. Aujourd'hui, comment vous allez?
moins traumatisée parce que j'ai ma famille et mes amis qui me soutiennent, mais sinon, toujours la peur de sortir dehors en fait. Toutes les victimes attendent que la justice reconnaisse leur traumatisme et la violence subie lors de ces vols. D'ailleurs, 2 d'entre elles se sont vues prescrire jusqu'à 2 jours d'incapacité. Qui prennent, mais cher, parce que c'est pas normal. Nous, on a mangé, entre guillemets, on a été vraiment traumatisés. Maintenant, c'est à eux de prendre ce qu'ils doivent prendre. 2 heures plus tard, le verdict tombe. Les 4 individus sont reconnus coupables de vol avec violence en bande organisée. Ils sont condamnés à des peines allant de 6 mois à 3 ans de prison ferme. Retour à Paris, nous retrouvons André quelques jours plus tard en patrouille. Appel radio du tapage nocturne. On aurait 8 individus en train de fumer des stupéfiants et qui perturberaient la tranquillité des gens du coin. Vous pouvez les voir ça? Au pied d'un immeuble, 8 individus consommeraient de l'alcool et des stupéfiants. Tous les ingrédients d'un échange sous tension. Ce sont des riverains qui ont appelé. Il est plus de 4 heures du matin, trop de bruit et le sentiment de ne pas être en sécurité. Dès l'arrivée des policiers, les esprits s'échauffent. On recule. André et ses collègues dispersent le groupe. Mais un individu refuse d'obtempérer et il est surexcité. Descends. Descends. Pour ne pas envenimer la situation, les policiers préfèrent ne pas riposter. Ils tentent de calmer le jeu et de les raisonner malgré de nouvelles provocations. Cette fois, un individu enregistre toute la scène avec son téléphone. Il filme les visages des policiers. C'est une nouvelle méthode employée par les délinquants pour mettre la pression sur les forces de l'ordre et les menacer. Attention, on va se revoir un jour. Merci, on va se revoir. À vous aussi, monsieur. On va se revoir un jour. Écoutez, moi je parle pas avec toi. Mais monsieur, il n'y a pas de menace, monsieur. Moi je parle pas avec toi. Monsieur, écoutez, excusez-moi. Moi je parle pas avec toi. Moi je parle pas avec toi. Bon allez, on quitte les lieux là, on y va. On y va. C'est terminé là. C'est terminé. Allez, terminé, bonsoir. Terminé. Moi je suis plus me frappe avec sa matraque. On quitte les lieux. Jeune homme, il va avoir un procédé, il va avoir un contrôle là, donc vous y allez. Non, mais c'est bon. Non, mais là il faut y aller. C'est terminé. Là ils s'en vont là. Ils ont compris que là on allait procéder aux verbalisations et aux interpellations. Donc on commence un petit peu trop à m'énerver là. Mais l'affaire est loin d'être terminée. Quelques instants plus tard, seulement après leur départ, le central les rappelle, des collègues ont été pris à partie par la même bande, au même endroit. Bon, les collègues qui sont en civil, on les connaît, hein, c'est des très bons collègues. S'ils nous demandent en soutien, c'est que, à mon avis, c'est parti. C'est que ça se passe vraiment mal. Il faut de nouveau intervenir. Et cette fois, plus question de parlementer. Parce que là, ça va pas rigoler, on peut pas dire pour rien. Allez, on y va, on dégage, on dégage. Une fois, ça va casser. Une fois, deux fois, ça va casser. Tu rigoles. C'est à coups de gaz lacrymogène qu'ils dispersent la bande. C'est bon. Oh, qui c'est qui a dit ta mère? Toi, tu viens ici. Dégage. Hey, on interpelle le petit blond. Interpellation. Outrage. L'homme est arrêté pendant que ses amis défient les forces de l'ordre, bouteille de verre à la main. Donc, la loi française stipule que quand on insulte et on menace un fonctionnaire de police. Personne, j'insulte personne. Outrage. Va te faire enculer, monsieur. On continue. Avancez, monsieur. Il est emmené au commissariat pour outrage. 2 agents vont porter plainte. C'est le procès verbal d'interpellation. L'homme explique qu'avec ses amis, ils ont bu du rhum et fumé quelques joints pour célébrer une naissance.
Tous les jours, vous faites quelque chose, apparemment, c'est un crime. Vous pouvez pas faire ça comme tous les gens normaux, dans une boîte de nuit, dans un bar, dans un... Vous avez 700 €. Qui est normal. Mais alors 700 €, Vous pouvez pas boire un verre pour boire un verre dans un bar. Un lieu qui accueille les gens. La voie publique n'est pas faite pour en démocratie. En démocratie, ça veut rien dire, ça. Fumer de la drogue. Je suis dehors, je bois un verre avec des amis qui ont un enfant. Ça fait quoi? C'est tous les jours. Je fume de la drogue. Quand on fume de la drogue, on est drogué. Vous comprenez? Ça va bien passer à la télé, ça. Quand on boit de l'alcool, on fait rire les gens. Alcoolique. Elle a même bu un verre de vin. Comment? Occasionnellement. Vous avez déjà vu un verre? Occasionnellement. Alcoolique, attention. L'individu, d'une trentaine d'années, a 1 gramme d'alcool dans le sang. Il dormira en cellule de dégrisement, mais ces bandes de jeunes parisiens n'ont pas fini de faire parler d'elle. Ce soir, c'est Jamel, à la tête d'une équipe du GPIS, le service de sécurité des HLM de Paris, qui va en faire les frais. De service, les garçons, c'est parti. Cela fait 2 ans qu'il est au GPIS, direction le 14e arrondissement de Paris. Unité de gaz de repas. Prenez message pour intervention. Tira 28, 32 rue des Chaufourniers pour individu au niveau de la cour devant le hall whisky. Terminé. Le 14e arrondissement a été le théâtre de règlements de compte entre bandes. Ici, les enfants croisent chaque jour des trafiquants. Sur les enfants? Vous êtes la police? Non, pourquoi? Il y a des méchants? Ma mamie, on me raconte des fois, il y a des méchants. Ah oui, faut faire attention les enfants, ok? Bon, on compte sur vous, pas de bruit, hein. Et justement, à quelques mètres d'eux, 2 jeunes fument du cannabis. On va demander de sortir, s'il vous plaît. Les jeunes s'éloignent sans faire d'histoire, d'autant que la présence du chien est plutôt dissuasive. Jamel les suit du regard. Bon, là, ils vont dans la cave. Au lieu de regagner la rue, les 2 jeunes se dirigent directement vers les caves. Inacceptable pour Jamel qui a pour mission de les conduire hors du site. Mais en pénétrant dans les sous-sols, une fois sur place, plus personne. Bah écoute, là ici c'est un vrai échappatoire. Donc là les jeunes en général c'est par là qu'ils passent pour s'évincer, pour s'enfuir lorsqu'ils sont poursuivis par la GPIS ou par les effectifs de police. C'est chou blanc. Hein. Voilà. Les 2 jeunes ont profité de la configuration des lieux pour s'échapper. Certains couloirs sont reliés directement au réseau des eaux usées de la ville, un moyen discret et imparable pour quitter les lieux. Là, en fait, là, t'as plein d'excréments humains parce que c'est les égouts. Je te laisse passer le premier. En fait, attention surtout aux hauteurs de plafond. Moi, de toute façon, c'est la sortie. Excellent. Ah, attends, j'ai tapé passe-partout, arrête. Jamel est certain que les individus avaient quelque chose à cacher. On va aller faire une petite levée de doute au niveau des caves, parce que là, les gars, ils sont pas nets. Hein. Deux comportements assez inhabituels. Ah, code 2. Arme à feu. Il y a 2 armes à feu. Donc là, il y a un code 2. On fait une découverte de 2 armes à feu type épaule. 2 22 long rifle. Ah, bien reçu. Du 22 long rifle, un calibre létal pour ces armes à peine cachées, à la portée de n'importe qui en plein Paris. Jamel applique tout de suite la procédure. Donc on ne sait pas si elles sont chargées. Donc là, on va faire un code 17 pour que la police intervienne. Et eux sont habilités donc, à manipuler l'arme, la mettre en sécurité, donc la décharger, c'est les charger. Et de procéder donc, au relevé des empreintes s'il y en a. Donc là, pour le moment, on attend sous position, on bloque tout. Plus personne rentre, plus personne sort. Pour Jamel, ça ne fait aucun doute. Il y a un lien entre les jeunes et ces armes. Et du coup, je pense que ces 2-là, ils étaient suspects en fait. Eux, ils surveillaient les méfaits et gestes, où est-ce qu'on allait, qu'est-ce qu'on faisait. Et du coup, maintenant, je comprends mieux la raison. Attends, il faut chercher les gars s'il n'y a pas des munitions ou d'autres armes dissimulées. C'est pour ça que les 2 individus tout à l'heure sont venus là-bas. C'est pour ça que ça attire mon attention. Et son enquête va lui réserver bien des surprises. À proximité donc, de la découverte d'armes dans cette cave, on peut voir qu'il y a aussi du trafic parce que là ici, il y a des sachets de conditionnement.
Donc c'est que les stupéfiants, ils sont pas loin. Surtout que c'est un site avec des règlements de compte, avec les différents homicides qu'il y a eu. Et ces armes ont peut-être servi à ça. Et en général, c'est les règlements de compte dus aux stupéfiants. Donc voilà, ça en fait partie certainement. Hein. Donc on va approfondir les recherches au niveau de cette cave. Peut-être qu'elle nous réserve d'autres surprises. Jamel en est certain, il y a du stupéfiant dans cette cave. Mais dans un labyrinthe pareil, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Pourtant, la chance va lui sourire. De quoi? Ah, des sabres. Génial. T'es où? Là? Et au détour de ce couloir, c'est le jackpot. On a trouvé des sabres. Des sabres? Il y en a plusieurs. Ça sent un peu ici. Hein. Oui, ça sent. Ça sent ici, hein? Ça sent, oui. Ah ouais, ok. Dans les sacs. Ok. Des caméras, des sabres. Des clés. Des cartouches d'armes. Des munitions. Donc là, regarde. Là. Ouais. Regarde. Des sabres. Parce qu'ils s'attaquent au sable, les mecs. Il y a un couteau là-bas qui a servi à couper du chemin. Ouais, bah voilà. Hein. Attends, on a 1, 2, 3, 4, 5. Des fusils et des sabres, un véritable arsenal pour les trafiquants de drogue qui entendent bien défendre leur territoire. Et Jamel n'est pas au bout de ses surprises. Ah bah c'est bon, j'ai trouvé. Voilà, le stupéfiant est là. Ça sent, ouais. Charlie! Là, regarde, il est encore là. Oh là 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 là. Donc là, de la résine de cannabis et de l'herbe. Dissimulé donc dans une trappe. En grosse quantité, il y a pas mal de barrettes de résine de cannabis, pas mal d'herbe. On va continuer. Maman, je peux te laisser, s'il te plaît? Hein, tu les gardes des gants surtout. Hein. Merci. Cette drogue, le GPIS la remettra directement à la police nationale. Mais lors d'une découverte d'armes, c'est la police scientifique qui se déplace et prend le relais. Ça a été découvert à quelle heure? Vers 20h. Photo de la cave, relevé d'empreintes sur les armes et sur les pochons de conditionnement de drogue. Prélèvement ADN, tous les indices seront passés au crible pour retrouver l'identité des malfaiteurs car ces armes ont peut-être servi à commettre des crimes. Elles sont confiées à l'équipe de déminage et mises sous scellé. Bon bah c'était une belle prise. Hein. Bon bah t'es content du résultat. Super collègue, c'était génial. Une petite victoire pour Jamel, dont la mission est de ramener le calme dans les quartiers. 70 armes sont découvertes en moyenne chaque année par le GPIS, mais malgré les efforts des forces de l'ordre, la lutte contre les bandes violentes, à Paris comme en province, est loin d'être terminée.